Hello les amis, nous sommes le vendredi 31 juillet, dernier jour du mois de juillet, et on va arriver en août. Alors je sens certains d'entre vous toujours très agacés, parce que évidemment la situation, vous la voyez de plein fouet, la manipulation, vous la voyez de vos yeux, et ça vous énerve. Restez zen, c'est une bataille de longue haleine. Vraiment, c'est une bataille de longue haleine, mais chaque jour qui passe, je vais vous dire un truc. Chaque jour qui passe, des gens s'éveillent. Des gens se disent, il y a un truc qui cloche. Moi, je ne vois pas un jour passer où les gens disent, ah bah oui, ce qu'on nous raconte est vrai, ce qu'on nous raconte à la radio est vrai, ce qu'on nous raconte à la télé est vrai. Hein? Il y a ceux qui croient là, les médias dominants, qui sont mensongers, complètement. Et il y a ceux qui ne les croient pas. Mais j'en vois toujours passer du camp A, ceux qui croient les médias, vers nous. Je vois jamais l'inverse. Donc soyez patients. Les mensonges sont tellement gros, tellement immenses, que chaque jour qui passe, ça va se voir de plus en plus. Voilà. Puis il n'y aura plus personne pour regarder ces médias. C'est parfait, parce que franchement, ils dépassent le pompon. Je viens d'avoir un médecin qui m'a écrit, évidemment je cache son nom. Je viens de me prendre le chou avec un collègue sur justement le port du masque, la deuxième vague, les mesures d'isolement. Je me demande si je n'ai pas atterri sur notre planète ou si ce n'est pas moi qui suis complètement neuneux. Et je remarque en consultation que le travail des médias est très fort. Les gens gobent, je n'arrive plus à les faire réfléchir. Je viens de voir un monsieur qui vit seul avec sa femme. Ils ne mettent pas les ventilateurs chez eux malgré les 40 degrés, car à la télé, ils ont dit que cela propageait le virus. Je suis épuisé. Eh oui, mais bon, après, il faudra quand même un jour qu'on s'occupe sérieusement de ces médias fake news qui propagent la peur, mais je vous l'ai dit, il n'y a que la peur qui fait vendre. Les bonnes nouvelles ne font pas vendre. On étant à la télé, oh, tout va bien en France, il fait beau, la mer est à 27 degrés, les gens sont contents, les gens sont joyeux. Bravo, vous éteignez la télé, par contre, vous propagez la peur. Attention, le virus peut se cacher dans votre climatisation ou dans les pales de votre ventilateur. À ce propos, je vois aussi des gens avec les 40 degrés là qui fait être dans la rue avec des masques. Alors je ne sais pas si vous savez, mais les ultraviolets tuent le virus. Donc si vous êtes dehors, avec les tonnes d'ultraviolets qui nous tombent sur la tête. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ultraviolets c'est ça. Donc vous avez un spectre électromagnétique, et donc vous avez le spectre des ultraviolets qui va qui a une longueur d'onde entre 100 nanos et 400 nanos. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces ultraviolets? Ils sont utilisés partout dans le monde pour désinfecter les bus. Là, vous avez vu, en Chine, on désinfecte les bus. Moi, mes émissions, ça fait 3 mois que je vous ai montré, ou 2 mois que je vous ai montré cette photo, je ne sais plus. Il y a aux États-Unis, une compagnie aérienne teste un robot tueur de Covid. Voilà, ça passe, c'est pas la peine de mettre des produits viricides. Le robot passe entre les sièges avec des UV. Et ça tue le Covid très rapidement. Il n'y a rien qui résiste à ça. Regardez, d'après une nouvelle étude encore, 99,9% des virus saisonniers présents, les gouttelettes en suspension dans l'air, ont été détruits après avoir été exposés à une longueur d'onde d'UV lointaine, donc sans danger pour les humains. Ce qui veut dire que dans les UV, vous avez certains qui sont pas dangereux, d'autres sont dangereux et d'autres sont même mortels, mais ceux qui sont mortels sont arrêtés par notre couche d'ozone. S'il n'y avait pas la couche d'ozone, on serait tous morts. Attention, trou dans l'ozone, c'est bien pire que le coronavirus. Et donc, il y a eu une étude italienne qui a été faite. C'est une étude qui est née d'une synergie assez incroyable à Milan. Astrophysiciens et immunologistes ont uni leurs forces pour trouver une réponse précise à la question à quel point les rayons ultraviolets peuvent-ils tuer le SARS-CoV-2, émis par le soleil comme par les lampes ultraviolettes, qui désinfectent les eucaryotes, blablabla. Donc, sous leur rayonnement, les protéines et le matériel génétique viral mutent et se dénaturent, rendant le virus inoffensif. Et donc là, vous avez, alors c'est sur une chaîne italienne, Radio. Voilà, ça c'est le professeur qui était le chef de cette étude. Et donc il dit, l'idée c'est d'utiliser ces lampes dans les écoles, quoi. C'est pas la peine d'envoyer nos enfants
masqué pour un virus qui, pour la majeure partie, aujourd'hui, est véhiculé par les gens qui voyagent et qui arrivent dans les aéroports, dans les ports, comme je vous l'ai dit aussi dans les précédentes émissions, et où là, il n'y a pas de contrôle. Par contre, on embête le boulanger du coin, si vous rentrez dans son magasin sans masque. Hier, on m'a raconté que j'ai lu hier que 3 personnes sont rentrées sans masque dans une boulangerie. La boulangère a dit ah, attendez, il faut mettre le masque. Elle a dit ah, bah, heureusement parce que nous sommes des inspecteurs. Voilà, l'État a que ça à faire, à envoyer 3 personnes contrôler des petites boulangeries. Pendant ce temps-là, vous pouvez toujours faire votre plein d'essence en manipulant la pompe sans que les géants du pétrole viennent désinfecter le pistolet. Vous pouvez toujours aller retirer de l'argent sans que le banquier vienne désinfecter le distributeur. Voilà, on embête les petits, on n'embête pas les grands, c'est comme ça. Et on sait très bien que le virus se propage beaucoup plus par les mains qu'ailleurs, puisque vous avez entendu Olivier Véran nous répéter inlassablement pendant le confinement, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Donc, évidemment, ce port du masque pose problème. Est-ce qu'on peut discuter du port du masque ou non, c'est niette, c'est la pensée unique encore. On m'a encore dit que j'étais passé sur une chaîne de télé mainstream hier, où il y avait Karine Lacombe, pro-vaccin, voilà, qui n'a encore passé un extrait d'une de mes émissions en me tapant dessus. C'est toujours pareil, que c'est médias mainstream, c'est-à-dire qu'ils invitent des gens payés par des lobbies de la pharmacie. Karine Lacombe, celle qui a quand même touché la 3e médecin à avoir touché le plus de choux de Big Pharma, sur les plateaux de télé, taper sur des gens qui ne sont pas là, quoi. Bah, mais moi, je veux bien venir sur votre plateau, discuter avec Madame Karine Lacombe. On verra qui c'est qui a le plus d'arguments sur les vaccins, si c'est elle ou moi. Si c'est elle qui a fait 2 heures sur les vaccins, ou si c'est moi qui étudie ça là depuis 20 ans. Voilà. Et puis bon, je suis pas du tout pour interdire les vaccins. Moi, vous savez, je suis le chantre de liberté. Que celui qui veut se faire vacciner se fasse vacciner, mais n'imposez pas le vaccin aux autres, quoi. Que celui qui est en bonne santé marche dans la rue sans masque, que celui qui est malade reste chez lui, à la limite avec un masque s'il y a de la famille, je veux dire. Chacun fait ce qu'il fait, puis vous faites ce que vous voulez. Arrêtez de vouloir imposer des choses aux personnes en pensant que celles qui ne pensent pas comme vous sont des imbéciles. Moi, j'invite sur ma chaîne qui veut débattre avec moi librement sur les vaccins, sur les masques, sur n'importe quoi, sur cette épidémie, sur la gestion du gouvernement. Je suis pour la liberté. Il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun souci à débattre. C'est par le débat qu'on fait avancer les choses. Mais c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas qu'on débatte, parce que si on débat, on va faire avancer certaines choses. Je vais passer sur ma chaîne un médecin qui parle du masque et qui pose des questions. Donc écoutez ce qu'il a à dire. Moi je trouve que sa vidéo a été très bien faite, donc la moindre des choses que j'ai pu faire, c'est de lui rendre hommage et de passer son travail. Il m'a contacté, comme beaucoup d'autres médecins me contactent. Et donc, le mois d'août va être intéressant. Comme vous le savez, j'ai décidé de ne pas partir en vacances, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas partir 2-3 jours par-ci, par-là, mais j'ai annulé mes vacances en Italie, car je n'ai pas envie de passer des vacances masquées dans les magasins. Moi, j'adore faire du shopping quand je suis en Italie. Si c'est pour faire du shopping avec un masque, ça m'intéresse pas. Bah, tant pis. De toute façon, il y a beaucoup de choses étranges qui vont être révélées dans les prochains temps. Vous avez lu sur ma page Facebook que maintenant, les gens vont être étonnés d'apprendre que les Clinton étaient sur l'île d'Epstein et que Bill Clinton a été vu avec des jeunes filles. Très jeunes filles, bien sûr. Donc, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Évidemment, je ne suis pas à l'abri de me faire censurer, parce qu'on censure pour tout et pour rien en ce moment. Je me battrai juridiquement contre cela. Et de toute façon, le plan B, ne vous inquiétez pas, est déjà trouvé. Silvano Trotta, alors, si jamais je ne suis plus là, ne me cherchez pas dans le moteur de recherche Google. Ça, vous l'avez déjà expliqué avec Antoine. Cherchez-moi dans d'autres moteurs de recherche alternatifs, Brave, Ecosia, vous allez me trouver facile. Et vous inquiétez pas, le plan B est déjà prévu, il sera encore même plus fort que ce plan A. Et donc voilà, donc
Et donc je vous avais dit que j'étais sur Parle. Alors c'est une application qui me pose plein de questions. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Voilà. Donc en fait, quand j'ai été voir un petit peu, ça y est, ils disent déjà que Parler, c'est quelque chose. Une messagerie d'extrême droite. C'est tout ce qu'ils ont à la bouche. T'es complotiste, t'es conspirationniste, t'es extrême droite, t'es antisémite, tu racistes. Je suis pas raciste, je suis pas antisémite, je suis pas conspirationniste, je suis pas complotiste, et je suis pas d'extrême droite. Voilà, ceci est dit. D'ailleurs, on comploterait quoi? On conspire quoi? Non. On discute, c'est tout. On a un avis différent de vous. Ça s'appelle démocratie, c'est né en Grèce. On discutait, les gens n'étaient pas d'accord, et puis voilà, on faisait un consensus. Donc je vais vous laisser avec le docteur Hervé Thomas. Je reviendrai demain, rapidement, après-demain, vous inquiétez pas. Je reste avec vous tant que je suis là, mais même si on me censure, je serai de nouveau là. Vous inquiétez pas. Allez, bye bye, bisous. Considération sur le port d'un masque et la balance bénéfice-risque. Les risques insidieux liés au dioxyde de carbone. Je m'appelle Hervé Thomas, je suis docteur en chirurgie dentaire. Nous sommes le 22 juillet 2020. Quand des mesures obligatoires sont motivées par l'intérêt collectif, c'est que la balance bénéfice-risque penche en faveur des bénéfices. Sur la question des masques, et de manière générale, les risques sur la santé liés au dioxyde de carbone me semblent sous-estimés. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne prétends pas détenir la vérité et mes propos sont certainement discutables. Mais sur la base de ces considérations qui représentent mes croyances actuelles sur le sujet, je pense que pour l'intérêt commun, l'obligation du port d'un masque devrait au minimum être assortie de certaines précautions. Je commencerai en présentant les conclusions. Le port d'un masque n'est pas anodin. Il constitue un stress relatif selon la capacité fonctionnelle de chacun. Cette capacité dépend principalement de notre capacité respiratoire. Quand la capacité respiratoire est importante, le stress lié au port d'un masque est relativement faible. Quand la capacité respiratoire est faible, le stress lié au port d'un masque peut devenir majeur, voire fatal. Dans tous les cas, le port d'un masque altère forcément, plus ou moins, l'élimination du dioxyde de carbone et tente insidieusement à affaiblir l'organisme. En acceptant l'hypothèse que la systématisation du port d'un masque dans les espaces publics clos soit un moyen efficace de limiter la propagation du virus, il me semble que le port d'un masque occasionnel sur de courtes durées constitue un risque négligeable et acceptable pour des personnes en forme. Pour des personnes affaiblies, ce risque mérite d'être considéré. En dehors des activités où la balance bénéfice-risque justifie habituellement le port d'un masque, comme l'exposition à des produits chimiques ou les soins médicaux ou chirurgicaux, le port prolongé et répété d'un masque pourrait constituer un risque considérable de dégradation progressive de l'état de santé, y compris pour des personnes en forme. Ces considérations tendent à mettre en évidence que le port d'un masque constitue un risque relatif, mais un risque certain, qui mérite d'être pris en compte dans la balance bénéfice-risque. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Imposer le port du masque aux professionnels, aux personnes affaiblies ou encore aux femmes enceintes pourrait s'avérer plus néfaste que le bénéfice espéré. Pour commencer, je voudrais vous montrer les chiffres de la mortalité dans le monde. Ces données, les données les plus récentes sur Our World in Data sont celles de 2017, durant laquelle 56 millions de décès ont été comptabilisés. Les 5 plus grandes causes de décès sont les accidents cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et la démence. Ces 5 causes représentent 65% de la mortalité. Les accidents cardiovasculaires et les cancers se distinguent largement, avec environ 1 décès sur 3 pour les maladies cardiovasculaires. L'évolution depuis 1990 montre une progression constante des accidents cardiovasculaires, des cancers et du diabète. Les 5 plus grands facteurs de risque sont l'hypertension artérielle,
le tabagisme, l'hyperglycémie, la pollution de l'air et l'obésité. En termes d'impact sur la longévité et l'handicap, 3 facteurs de risque importants sont en constante progression, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie et l'obésité. Voici donc en résumé les facteurs de risque et les causes de 2 décès sur 3. Ceux en caractère gras sont les facteurs qui progressent, ce sont les enjeux majeurs de santé publique. Pour donner la mesure, un virus qui aurait provoqué 500 000 décès en 2017 aurait représenté 0,9% de la mortalité, soit un décès sur 111. Pour beaucoup d'auteurs, la capacité cardio-respiratoire, ou CRF, Cardio-Respiratory Fitness, est le meilleur indicateur de risque de mortalité, toutes causes confondues, y compris les accidents cardiovasculaires, les cancers et les maladies pulmonaires. Une faible capacité cardio-respiratoire est aussi associée à de nombreuses morbidités, y compris l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète de type 2. Les effets négatifs sur la capacité cardio-respiratoire de la pollution de l'air, du tabagisme et de l'obésité sont largement reconnus. La mesure de choix pour évaluer la capacité cardio-respiratoire est la consommation maximale d'oxygène, ou VO2 max. La consommation d'oxygène se produit dans nos cellules, au niveau des mitochondries, et elle génère du dioxyde de carbone qui doit être éliminé par la ventilation pulmonaire. Notre organisme doit se réguler pour ne pas produire plus de CO2 qu'il n'est capable d'en éliminer, ce qui dépend de la fonction pulmonaire. Ainsi, la fonction pulmonaire et la fonction mitochondriale sont dépendantes l'une de l'autre, et ce qui affecte l'une affecte l'autre et affecte la capacité cardio-respiratoire. C'est pourquoi la capacité cardio-respiratoire peut aussi être évaluée par la force musculaire. La capacité cardio-respiratoire détermine aussi la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à maintenir les conditions de vie cellulaire en réponse à des perturbations. Notre capacité à survivre dépend de notre capacité cardio-respiratoire et en tout premier lieu de notre fonction pulmonaire. La fonction pulmonaire se développe plus ou moins au cours des 20 premières années de vie. Elle se stabilise, puis elle décline plus ou moins rapidement en fonction des conditions de vie. Notre capacité à survivre diminue avec l'inactivité physique, l'âge, certains médicaments, les pesticides, le tabagisme, la pollution de l'air, le manque de sommeil, les hormones du stress, le manque d'oxygène, l'excès de dioxyde de carbone, le stress oxydatif, l'inflammation et l'obésité. Ce sont les tueurs silencieux. Quand la fonction pulmonaire décline, la capacité à éliminer le CO2 diminue. La rétention de CO2 a de nombreuses conséquences. Notamment, elle favorise l'œdème pulmonaire, la dysfonction mitochondriale, le stress oxydatif, l'inflammation systémique, la fonte musculaire, la baisse de l'activité cérébrale, la neurotoxicité et le déclin cognitif, la résistance à l'insuline, le déséquilibre neurovégétatif, l'adipogénèse et l'obésité, la baisse des défenses immunitaires et la cancérogénèse. Les signes d'hypercapnie sont très variables et peu spécifiques du fait que la régulation du dioxyde de carbone implique de nombreuses fonctions biologiques, notamment le contrôle de l'horloge biologique et le cycle veille-sommeil, le contrôle du stress émotionnel, la régulation neurovégétative, l'appétit, l'alimentation, la motivation, les comportements addictifs, les processus cognitifs, les facultés d'apprentissage et de mémoire, la sensibilité à la douleur. De plus, la régulation du CO2 est en compétition avec la régulation de la glycémie. Ainsi, une phase d'hypercapnie peut évoquer un état d'hypoglycémie. Et la consommation de sucre diminue les signes de l'hypercapnie sans la faire disparaître. Finalement, la perte de capacité à éliminer le dioxyde de carbone semble être un acteur majeur du vieillissement et de la mortalité, et est impliqué dans nos maux de tous les jours, la fatigue, le stress, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, les troubles de la mémoire, les comportements addictifs, etc. Les tueurs silencieux accélèrent le déclin de notre vitalité et de notre qualité de vie. L'antidote, c'est d'éviter les tueurs silencieux.
Et je reviens de nouveau sur les conclusions. Le port d'un masque n'est pas anodin, il constitue un stress relatif selon la capacité fonctionnelle de chacun. Cette capacité dépend principalement de notre capacité respiratoire. Quand la capacité respiratoire est importante, le stress lié au port d'un masque est relativement faible. Quand la capacité respiratoire est faible, le stress lié au port d'un masque peut devenir majeur, voire fatal. Dans tous les cas, le port d'un masque altère forcément plus ou moins l'élimination du dioxyde de carbone et tend insidieusement à affaiblir l'organisme. En acceptant l'hypothèse que la systématisation du port d'un masque dans les espaces publics clos soit un moyen efficace de limiter la propagation du virus, il me semble que le port d'un masque occasionnel sur de courtes durées constitue un risque négligeable et acceptable pour des personnes en forme. Pour des personnes affaiblies, ce risque mérite d'être considéré. En dehors des activités où la balance bénéfice-risque justifie habituellement le port d'un masque, dû à l'exposition à des produits chimiques ou pour des soins médicaux ou chirurgicaux, le port prolongé et répété d'un masque pourrait constituer un risque considérable de dégradation progressive de l'état de santé, y compris pour des personnes en forme. Ces considérations tendent à mettre en évidence que le port d'un masque constitue un risque relatif, mais un risque certain, qui mérite d'être pris en compte dans la balance bénéfice-risque. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, imposer le port du masque aux professionnels, aux personnes affaiblies ou encore aux femmes enceintes, pourrait s'avérer plus néfaste que le bénéfice espéré.